Bonjour Sacha Ollier. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous faisiez partie en 2017 des nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Vous incarniez le renouveau voulu par Emmanuel Macron. Ça fait 4 ans que vous êtes député, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Vous tirez quel bilan de l'activité d'abord du groupe LREM à l'Assemblée ? D'abord, on a tenu pas mal de promesses, on a quand même fait des choses dont on est fier, il faut le dire. Il faut peut-être redéfinir ces promesses, parce que c'était quoi le contrat au départ ? Moi, je dis souvent, il y avait 5 trucs qu'on avait fixés comme des priorités. Et on ne les dit pas assez souvent, parce que finalement, ça, on perd le fil. Il y avait réduire les inégalités par l'école, lutter contre le chômage de masse, et donc c'était toute la promesse autour du travail, engager la transition écologique et solidaire, reconstruire ou retisser le contrat républicain, ça c'est toutes les promesses autour de la justice, la police, et renouveler la politique. Sur tous ces sujets, on a avancé. Est-ce qu'on a tout fait bien ? Non, parce que sinon ça se serait. Et ça m'a amené parfois à dire qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Ça n'empêche que si on prend le sujet de l'égalité des chances dont on va parler, il y a forcément les écoles dédoublées dont on parle, l'instruction à 3 ans et au lieu de 6 ans, les grandes sections ou les classes de CP à 24. Il y a des trucs qui ont bougé. Et il y a vraiment des trucs qui ont été faits bien. Par contre, c'est clair que ça a été pollué par des gros ratés. Vous dites justement que des trucs ont bougé. On vous a souvent qualifié, pas vous, mais la majorité, comme au départ en tout cas des députés Godillot aux ordres. Est-ce que vous reconnaissez quand même, ou est-ce que vous comprenez que vous ayez pu avoir cette image de députés sous l'emprise du gouvernement, du président de la République, qui ne pourrait pas prendre de décision et qui votent ce qu'on leur demande de voter ? Non, mais d'abord ça a été une réalité, faut dire les choses. On a été au départ une majorité très, j'aime pas dire docile, mais finalement très loyale, fidèle. Je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, il y a eu de ça. Parce que aussi, il y a l'épée de Damoclès, le spectre, cette idée que dès qu'on n'est pas d'accord, on est des frondeurs. Donc ça a coûté, ça a fait qu'il y en a beaucoup qui se sont auto-censurés. C'est vrai que moi j'ai été dès le départ assez libre, assez revendicatif. Je vous donne des exemples. Dès janvier 2018, j'avais bien vu que moi je suis pour l'augmentation de la CSG. Je pense que c'était une bonne idée. Je pense que ça transfère du patrimoine de ceux qui finalement au global, pas pris isolément, mais au global, avaient plus de patrimoine vers ceux qui en ont le moins, les jeunes. Et donc c'était bien fait. Par contre, le seuil, il ne correspondait pas à ce qu'on avait promis. Donc il fallait bouger les choses. En février 2018, on m'a dit il n'y a rien à toucher, il n'y a rien à voir, c'est pas vrai. Voilà. Autre chose, en juin 2018, je dis bon bah voilà, on a promis que le travail ça devait payer, que les gens ils se réalisent par le boulot, qu'ils rentrent, ils ont une reconnaissance sociale, une émancipation, ils sont bien ou pas bien dans la vie à cause du travail. Donc il faut que ce soit mieux rémunéré, et notamment sur les travailleurs qui sont pauvres. D'où la prime d'activité. On me dit non, faut pas le faire, c'est trop, c'est pas. Ok. N'empêche que quand il y a les gilets jaunes, on fait 2 choses. On remonte les CSG qui étaient trop bas. Et par ailleurs, on augmente la prime d'activité parce que c'est le salaire des plus modestes qu'il faut élever. Donc, quelque part, on s'est trop souvent interdit par pudeur, par peur d'être déloyaux, de contester des décisions. Et plus récemment, je vois plus de collègues qui le font, avec la difficulté à trouver. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être en soutien quand c'est bien, et puis il faut vouloir dire quand c'est pas bien, quoi. Et c'est une ligne de crête qui est compliquée. Cette peur, vous direz qu'elle venait justement de Emmanuel Macron qui était présent dans le quinquennat Hollande, qui a vu cette fronde. Vous pensez que ça vient de là et que le président c'est cette peur du président a infusé sur le groupe ? Non, pas que. Je pense que c'est d'abord la peur de la majorité qui fait défaut à son gouvernement. Voilà. Ensuite, parce qu'il y avait une grosse contrainte sur les résultats. Il faut se remettre dans le contexte. En 2017-2018, dans la société, ça allait bien. En tout cas bien mieux qu'aujourd'hui. Il y avait un objectif qui était la réduction du chômage de masse. Il y avait un objectif qui était l'augmentation des prestations. Et on voyait qu'il y avait plein de choses qui déroulaient, qui allaient de mieux en mieux, et qui encourageaient finalement à ce qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Puis il y avait surtout une majorité qui est composite. C'est-à-dire, ce qu'on a construit, ça réunit des sociodémocrates au centre droit, voire à la droite libérale. Donc il y avait cette idée qu'à un moment donné, ça allait pas tenir. Et donc chaque fois qu'on mettait, en plus des gens qui, comme moi je dis pas je viens de la gauche. Voilà. Pour moi ça veut rien, je viens d'eux. Moi je suis de gauche. J'assume, voilà, y compris même si ça me fait des inimitiés parfois ici. Et des gens de gauche cohabitent avec des gens de droite. Voilà. Quand c'est des gens qui sont de gauche, qui critiquent des gens de droite, et forcément, on illustre ou on dit ces gens ne sont pas faits pour vivre ensemble, ces gens.
bon, on a quand même le droit de se dire des choses et d'avoir des débats internes. C'est pas interdit. Et on a fait attention à ce que ces débats n'aient pas lieu, ou en tout cas ils soient un peu aplanis. Et ça fait que finalement, parfois, ça a créé quelques explosions. Vous disiez en 2017-2018, tout allait bien. Vous le situez où, le point de bascule alors, du quinquennat? C'est Benalla, c'est les Gilets jaunes? Il y a plusieurs bascules. Première bascule au moment où on voit qu'il y a des éléments qui ne vont pas comme ce qu'on avait promis. Donc ce que je vous dis sur les personnes qu'on assujettit à la hausse de CSG qui sont dans des trop bas revenus, les personnes dont on dit qu'on avait promis de mieux rémunérer le travail, ça ne va pas assez vite, les personnes qui nous disent qu'elles ne touchent pas toutes les prestations sociales qui sont augmentées parce qu'elles sont augmentées en 3 fois alors qu'on avait besoin, et on l'a fait, que ces prestations sociales, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, ça progresse vite. Et ça, on avait besoin de... Première bascule. Deuxième bascule, c'est tout autour de ce qu'était la question gilet jaune carburant. Donc ça vient parce que moi je vous le dis, sur les cérémonies de vœux... vœux... venir. Non mais le gouvernement... on le voit pas venir, mais il y a plein de petits cailloux qui rétrospectivement auraient dû attirer notre attention. Les 80 km/h, quand dans les cérémonies de vœux, les gens ils commencent à râler, et on le voit. Quand on nous parle de plus en plus du contrôle technique des véhicules, parce que ça, les gens ils nous écrivent sur ce sujet. Quand ensuite il y a la taxe sur les carburants et puis qu'il y a un entêtement du gouvernement, et on leur disait non, là c'est pas possible, ça marche pas. Donc il y a ça, une autre bascule. Il y a encore une bascule qui est finalement un peu avant sur l'affaire Benalla avec le problème institutionnel. En plus on est en pleine réforme de la Constitution, moi je suis responsable du texte. Et moi ces mesures-là j'y crois. Je crois qu'il fallait inscrire l'article 1er à l'article 1er de la Constitution, la protection de l'environnement. Je crois qu'il faut réduire le nombre de parlementaires pour avoir plus de pouvoir. Je crois qu'il faut faire une dose de proportionnelle, mais qu'il faut faire les deux en même temps. Tout ça, moi j'y crois. Mais je vois aussi qu'il y a un truc qui est rendu impossible et qui est gâché un peu là-dessus. Et puis après, il y a une autre bascule sur les retraites. Parce que sur les retraites, c'est pareil, là encore, je suis convaincu qu'il faut un système universel. Parce que ça répare plein d'inégalités. Ça répare les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes. Ça répare des inégalités pour les travailleurs modestes. Ça répare des inégalités, notamment pour des gens qui ont des salaires trop bas. Les enseignants, c'est l'exemple type. Mais on leur dit, vous aurez une bonne retraite à la fin. Bon, tout ça, on corrigeait tout ça. Par contre, on s'est mis une balle dans le pied avec l'âge pivot. Et on le savait, et on était nombreux à le dire. Parce que sans ça, on était quand même capable de montrer que la réforme, elle avait énormément d'avantages. Et qu'on avait des moyens de le financer. Parce qu'on n'a jamais dit aussi combien ça rapportait. Tous les gens qui retournaient bosser, qui continuent à bosser un peu plus. Il y a plein de gens qui ne veulent pas s'arrêter de bosser, qui ont des métiers qui sont, je ne dis pas pénibles, mais moins pénibles, moins contraignants pour l'organisme. Des cadres qui voudraient continuer plus longtemps et cotiser un peu plus. Et on n'a jamais essayé de montrer ce qu'il y avait en termes de bascule là-dessus. Donc il y a eu plein de petites basculements. Et puis après, il y a un gros basculement, c'est naturellement le Covid. Bien sûr. Mais avant le Covid, justement, on parle de basculement. La majorité s'est quand même fracturée. Il y a eu plus de 40 départs de députés dans votre groupe. Vous disiez en septembre, vous avez quitté le bureau exécutif où vous étiez invité, comme l'avait précisé... C'était Stanislas Guérini, je crois, qui avait dit ça. Et vous dites, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences de pourquoi ça n'a pas fonctionné au municipal. On a parfois voulu porter des idées, ce n'a pas été possible. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les choses ont bougé? Est-ce que aussi, vous avez parfois pensé à quitter le groupe, comme certains de vos collègues, Aurélien Taché? Le groupe, non, parce que le groupe m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, même si je ne suis pas d'accord, et bon, je suis d'accord avec la majorité de ce qu'on fait, je veux dire, sur les prestations sociales dont je vous ai parlé, sur l'aide aux démunis, sur l'émancipation par l'école, sur des questions... on a beaucoup parlé des questions de police. Là, on a quand même augmenté les moyens de la police, on voulait mutualiser les travails des polices, on a généralisé les caméras piétons qui apaisent les choses, on a mis en place plein de choses qui participaient à ce que ça fonctionne bien. Donc, dans le groupe, quand j'ai pas été d'accord, je l'ai dit. Ça m'a pas toujours facilité la tâche, ça m'a probablement beaucoup coûté en évolution. C'est pas grave, je me sens bien avec ma conscience. Il y a un truc vraiment que je sais que j'aurais pas fait, vraiment. J'aurais pas dû voter la PP l'anticasseur. Voilà. Ça, je l'ai réécrite, on a écrit plein de trucs dedans, donc je me suis senti obligé. J'ai décroché la mission sur les supporters de football qui m'a permis de dire beaucoup de choses sur les inspirations, sur les problèmes que ça pose et sur ce qu'il y a encore à modifier. Il y a la PPL Sport qui va venir. Voilà. Mais je me suis jamais dit dans le groupe que j'étais empêché. Par contre, dans le parti, quand on a voulu notamment parler de l'héritage et dire à un moment donné, c'est pas normal qu'on hérite de situations quand on a 60 ans.
C'est-à-dire que nos parents décèdent et ils ont 80 ans, en moyenne l'héritage il est entre 50 et 60 ans, vous avez déjà fait votre vie à ce moment-là. Et donc on doit encourager la transmission parce que quelque part, tout ce qui est le patrimoine immobilisé, tout ce qui fait que finalement des gens qui ont des moyens, les lèguent à des gens qui ont encore des moyens et qu'il n'y a aucune égalité là-dedans, ça c'est un vrai problème. Et c'est ce qui fait que des gens ne peuvent pas acheter dans les grandes villes, c'est ce qui fait que des gens ne peuvent pas faire les études, et c'est ce qui fait que finalement, le vrai truc qui fait que les riches s'enrichissent, c'est moins l'impôt ou c'est moins les grandes rémunérations. C'est la reproduction entre le patrimoine des familles riches. Voilà. Alors, il y avait du boulot à faire, ça il ne faut pas se le cacher. Il y avait du gros boulot à faire pour rassurer tous ceux qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont peur de tout perdre avec une réforme sur l'héritage, et que ça peut inquiéter énormément. Mais ça, c'était à la République en marche de le dire. Parce que quand on dit on peut réussir, il faut y croire, il faut rêver, ce qui était notre promesse de 2017. Et moi, j'y crois et j'y crois fondamentalement. Je ne crois pas qu'on est tous égaux au départ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut tous nous mettre sur la même ligne de départ. Je ne crois pas qu'on le sera tous après, parce qu'il y en a toujours qui iront plus vite que les autres. Ça, c'est la vie. Mais on doit tous chercher à être un peu compensés au départ. Après, on vit. Et par contre, ça implique aussi une action des pouvoirs publics, jusque sur l'héritage. Mais du coup, vous direz que c'est au sens politique, un manque de soutien du mouvement, du parti au groupe? Pas spécifiquement sur ce point-là, mais voilà, de manière générale. Après, c'est tous les partis, dans la 5e, tous les partis qui sont au pouvoir, ils sont toujours trop prudents. Et même, regardez, si on parle sur l'égalité des chances, on a fait une lettre avec 15 députés au Premier ministre. Voilà, on va en parler. Mais dans cette lettre-là, on n'a rien dit qui soit profondément contradictoire avec la stratégie du gouvernement. Il y a beaucoup de trucs où on va plus loin, on veut davantage. Ça ne renie pas tout ce qui a été fait, qui était bien fait. Par contre, c'était au parti de faire ça. Tout ce qu'on a occupé, c'était au parti de le faire. Pareil, c'était au parti de définir. Alors, il sait qu'il y a eu des essais sur ce qu'était le macronisme municipal. Voilà. On savait très bien ce que c'était que le socialisme municipal, d'avoir par l'intervention publique, réparer les carences privées. Donc on avait des boucheries municipales, donc on avait des services. Voilà. Aujourd'hui, on a presque l'inverse. On a plein de gens qui pourraient faire ou accompagner les services publics municipaux pour des bibliothèques, pour de l'aide alimentaire. Voilà. Et donc, il faudrait que les collectivités, elles aident toutes ces associations. Elles accompagnent le mouvement. Et ça aurait pu être une définition en disant l'action publique d'une mairie qui est dans notre courant de pensée, c'est d'aller à l'appui de toutes les initiatives privées qui marchent. Voilà. Donc c'est un soutien à toute l'action privée qui marche. Et pas action privée lucrative, forcément. L'association, c'est pas de l'action privée lucrative, pas pour faire de l'argent, mais pour se dire, on était le mouvement de l'initiative citoyenne en 2017, on serait resté par ça au municipal. Et ça aurait permis de dire qui on investit, qui on n'investit pas. Et puis peut-être d'éviter quelques erreurs là-dessus. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous avez le sentiment d'être plutôt à l'aise dans cette majorité et aux côtés de ce gouvernement, mais je vous dis ça parce que vous êtes rapporteur du texte séparatiste, projet de loi renforçant les principes républicains. C'est un texte porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Avant juste de parler du texte, je voudrais parler du ministre de l'Intérieur, qui a quand même eu quelques sorties. Il a eu son débat avec Marine Le Pen. Est-ce que vous direz qu'il y a une stratégie du ministre de l'Intérieur de vouloir dépasser par la droite le Rassemblement national ? Je voudrais dire deux choses là-dessus. D'abord, sur ce qu'est la relation que j'ai avec Gérald, moi je lui ai toujours dit les choses en franchise et publiquement. Cet été, les yeux dans les yeux dans la commission des lois, d'ailleurs j'étais plus loin que l'opposition sur ces questions, je lui ai dit que moi je trouvais inadmissible de reprendre les termes du Front National sur l'ensauvagement, en disant il n'y a pas de sauvage en France. Voilà. Je le crois, je pense que c'est pas à ça qu'il faut renvoyer. Et, voilà. Et je le crois d'autant plus que ce qu'on fait participe à vider le carburant du Front National, non pas en épousant ses thèses, mais en le combattant. Quand on combat l'islam radical, on combat le carburant du Front National. Parce que finalement, c'est les deux volets d'une même pièce. Le Front National, ils ont besoin que ça se passe pas bien. Voilà. Ils ont besoin de dire qu'il y a des problèmes dans les quartiers, ils ont besoin de dire qu'il y a des jeunes qui sont violents, ils ont besoin de dire qu'il y a des gens qui sont en insécurité. Voilà. Nous, quand on recrute 10 000 policiers, quand on fait les caméras de piétons, quand on donne plus de moyens à la police pour que finalement les gens qui s'engagent là-dedans, ou qu'on veut mieux les former, qu'on veut mieux les encadrer, etc., on cherche à apaiser la situation. Et sur l'action, au fond, je suis assez d'accord avec ça. Il y a des choses avec lesquelles j'ai des réserves, on parlera de la sécurité globale, mais je suis assez d'accord avec ça. Sur la loi,
précisément sur le séparatisme, on vient combler des choses. Et sur ce sujet-là, le ministre a été beaucoup plus tempéré que certains dans la majorité. Donc ça m'allait plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a dit, il y a le terrorisme, on a des lois antiterrorisme, c'est des zones noires. Il y a l'égalité des chances, on a fait une partie du boulot, pas tout, on a fait une partie du boulot. Et entre les deux, il y a des gens qui font pression sur les services publics. Il y a des gens qui exigent des choses, des agents du guichet à la mairie, des piscines, des professeurs, etc., qui ne sont pas admissibles. Il y a des assos qui sont un peu noyautés. Alors, pas toutes les assos, c'est Ipsilon, mais ça existe quand même. Il y a des gens qui ont des pratiques sur le territoire français. Alors, c'est pareil. On a parlé de la polygamie ou des certificats de virginité. On a moins parlé des mesures où on disait interdiction de déshériter les petites filles. Justement, enfin, vous parlez des mesures dont on a plus parlé, d'autres moins, mais c'est quand même justement, c'est cette stratégie aussi de Darmanin qui parfois fait du bruit sur des petites phrases, sur des choses qui sont... Enfin voilà, vous l'avez dit sur l'ensauvagement, je ne vais pas vous demander si Marine Le Pen est trop molle ou pas, mais... Non, mais moi j'aurais jamais dit ça, et d'ailleurs je pense que c'est pas une chose à faire, parce que ça la banalise, ça la normalise. Il ne faut pas normaliser Le Pen. Faut pas non plus être un ahuri en disant que ça n'existe pas et que ses idées ne sont pas beaucoup répandues. Et par contre, il faut la renvoyer à ce qu'elle est, quoi. Elle est l'idiote utile des gens qui déstabilisent la société aujourd'hui. Voilà. Et ça, moi, je n'hésite pas à le dire. J'ai ces discussions en public, en privé avec le ministre de l'Intérieur. Mais c'est une stratégie qui est validée par le président, enfin ce qu'on lit dans la presse. Alors moi je suis plus réservé. Enfin moi je me demande aussi où sont les. On dit les ministres de droite existent. Ok, pourquoi les ministres de gauche n'existent pas alors? En tout cas, moi j'ai l'impression de faire mon boulot à l'Assemblée quand je dis ce que je pense. J'abandonne pas de mon parti politique En Marche, j'abandonne pas mon groupe parlementaire En Marche. Je dis ce que je pense et ce que je pense être au départ ce pourquoi on a signé. Voilà. Et donc moi je le fais à l'Assemblée, que chacun fasse son boulot là où il est, quoi. Justement, sur le projet de loi séparatisme, le gouvernement l'a dit, vous l'avez dit aussi, il n'y avait aucune volonté de stigmatiser les musulmans avec ce projet de loi, mais quand même, en commission, en débat, on a beaucoup entendu parler de voile, de religion musulmane. Il y a eu beaucoup d'excès à droite, parfois dans votre majorité. J'étais les premiers à les dénoncer, ou même, si vous me permettez l'expression, à les cartonner. Bien sûr. Non, mais vous saviez que ce texte allait amener ce genre de débat, même si c'est pas vous qui l'avez mené. Est-ce que c'était vraiment le moment d'amener ce texte? Non, mais d'abord, il faut dire de quoi on a parlé. Le texte, il s'applique à toutes les religions. Ça c'est voilà. Donc si demain on avait un problème avec les évangélistes, si demain on avait un problème avec l'Église de la Scientologie qui vient s'installer on pourrait appliquer les mêmes mesures. Voilà. Après, oui, dans l'exposé des motifs, il y a une partie qui dit on s'attaque à l'islam radical. Voilà. Parce que ça existe, parce qu'aujourd'hui on a ces difficultés-là et parce que ça correspond à des réalités. Moi, c'est des professeurs qui sont plutôt syndiqués dans des syndicats très connus à gauche, qui m'ont dit, dans l'école qui est juste derrière la permanence, l'école Jacques Brel, que ils voyaient, alors c'est pas beaucoup de cas, mais c'est 5 à 6 élèves par an, des petites filles qui mettent des gants, ou qui sont habillées de la tête aux pieds, elles n'ont pas de voile, mais ils sont habillés de la tête aux pieds, et des petits garçons qui à 6 ou 7 ans font le jeûne. Ça c'est des pratiques qui ne sont pas normales, et ce n'est pas des professeurs qu'on peut suspecter d'être des dangereuses personnes de droite voilà, c'est des professeurs qui sont syndiqués dans des syndicats connus. Donc il y a un sujet, il y a des vrais sujets. Après, les Républicains, ils ont choisi de raconter n'importe quoi au sujet du voile. Voilà. Alors que les choses sont très très définies. Il y a la loi de 2004 pour les enfants à l'école, il y a la loi de 2010 sur la couverture intégrale du visage. Voilà, j'ai dit dans l'hémicycle que c'était grossier, stupide et stigmatisant. J'en pense vraiment tout ce que j'ai dit. Il y a des collègues à moi qui ont dit qu'il fallait interdire le port du voile pour les mamans qui sont accompagnatrices. Voilà. Et ça, je leur ai dit aussi, vous êtes en train de punir les meilleurs élèves. Vous êtes en train de dire à des gens qui sont dans les quartiers, qui accompagnent les gamins sur des sorties scolaires, souvent c'est dans les sports, dans les espaces culturels, etc. Vous leur dites, on veut pas de vous. Alors que c'est ceux qui sont le plus à même de s'intégrer. C'était une mauvaise idée. Et donc, d'ailleurs, on l'a pas retenu. Et on avait avec nous le président, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, la discussion n'est pas finie, ça ira au Sénat, mais là-dessus, moi, je serais inflexible. Et encore une fois, on ne se trompe pas d'ennemi. Pour moi, les musulmans, ce n'est pas l'islam radical. Et avec le texte, on permet à tous les musulmans de France de vivre tranquillement.
C'est vraiment le but. Et si le message n'est pas passé comme ça, je suis désolé parce que c'est vraiment le message qu'on voulait. Non, j'ai bien compris, mais c'est vrai qu'après, ce sont des débats, et c'est pas que vous, mais c'est vrai que les sujets qu'on a entendus pendant 2 semaines, de manière, on va dire, grossière dans l'actu, c'est voile, c'est malheureusement peut-être, mais vous ouvrez la porte à ce genre de débat. Peut-être. Ouais, mais on est obligé de regarder. Si vous voulez, peut-être que la portée du texte est bonne, mais ça ouvre en tout cas des débats. Et à côté de ça, il y avait, si on continue le fil des mesures, regardez les mesures sur l'aide en ligne. Ça concernait tout le monde. Tout le monde. Les mesures sur le retrait des contenus haineux. En fait, quand vous avez une décision en comparution immédiate pour retirer, ou en référé, pour retirer donc en procédure urgente, pour retirer un contenu qui est aujourd'hui un site à la haine, vous n'avez pas besoin d'une deuxième décision de justice. Parce que si c'est la même chose qui réapparaît 1 heure plus tard, 10 minutes plus tard, 1 minute plus tard, avec la même décision, vous pouvez être retiré. Ça c'est super utile dans ce texte-là. Autre chose, l'IEF. Alors on a beaucoup parlé d'instruction en famille. Ok, n'empêche que si on prend, moi j'ai un peu gratté, j'avais pas de... Moi, idéologiquement, initialement, je préfère l'école publique. Voilà. Je n'interdis pas l'école privée, et c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Je n'interdis pas l'école à la maison, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Par contre, si on prend le département dans lequel je suis, il y avait 60 familles qui avaient recours en 2018, il y avait 200 familles qui avaient recours en 2020, 240 familles en 2021. Quand on regarde un petit peu les écoles qui sont des écoles privées hors contrat, et lorsqu'elles sont fermées pour des problèmes de séparatisme, il y a la moitié des gamins qui les fréquentent qui sont inscrits à l'IEF. Il y avait bien un petit sujet sur ce truc-là. Je ne dis pas que tous les gamins qui sont à l'IEF posent problème, loin de là. Moi j'ai vu énormément de personnes bien quand j'ai fait des auditions. Est-ce que Blanquer a besoin de dire les petites filles dans les hangars? Non, c'est un peu le. Vous savez. Et ça tue peut-être votre propos et votre projet. Vous me trouvez toujours, comme je l'ai fait sur la sécurité globale, comme je l'ai fait sur la PPL anti-casseurs, comme je l'ai fait à chaque fois que j'en ai senti le besoin, ou alors on parlait de réforme des retraites, pour dire quand il y a des trucs que je trouve stupides ou que je trouve caricaturaux par rapport à l'objectif qu'on défend. Là, on défend quand même l'école publique, le droit à l'éducation et la liberté de conscience des gamins. Moi, je pense qu'on a le droit de le défendre et puis d'être sincère et spontané là-dessus. Donc, quand il y en a qui dévoient ces idées-là, moi, je m'y opposerai, il y a toujours. Par contre, sur le principe même, sur le fondement, je suis d'accord au fond. Et ça, pour le coup, il faut qu'on puisse le dire. Mais c'est là où il y a un problème de débat en France en général. Parce que ce qui est vrai pour nous dans notre majorité, c'est que parfois, il y a des ministres qui sont obligés d'imager de façon un peu caricaturale leurs propos pour qu'ils passent dans la société. Mais les partis politiques font la même chose. On est toujours obligé de pousser dans l'outrance pour passer le mur du son et pour dire voilà, on va faire ça. C'est la faiblesse parce que c'est les réseaux sociaux qui nous ont rendus paresseux par rapport à la façon dont on discute, parce que le clash, c'est toujours plus vendeur qu'un peu de réflexion, parce qu'on légifère beaucoup mais on lit beaucoup moins. Voilà. Bon, ça c'est un peu triste. Ça, pour le coup, nous, on est nés politiquement avec ça. On le subit ou on l'utilise, et tous les partis politiques, mais c'est pas la meilleure partie de la vie politique aujourd'hui en France, loin de là. Je vous donne une chance. Si vous voulez convaincre les sceptiques, en fait, si vous pouvez, je vous demande pas de faire article par article, mais dire concrètement à quoi sert le projet de loi séparatisme, et voilà, très simplement. Ok, alors très simplement. Les obligations qui sont celles des administrations, ce seront les mêmes pour les délégataires de services publics. Dans les transports, à la poste ou dans ce type d'entreprise, vous n'auriez plus de régime qui serait contraire à la laïcité ou à la neutralité du service public. Ça, c'est un premier point. Tous les gens qui essaient de faire pression sur des agents, qui essaient de leur dire, en fait, moi je veux un régime différencié parce que je suis bouddhiste, je suis catholique, je suis musulman, et voilà, ça ne sera pas possible non plus, et les obligations seront renforcées. C'est le délit de séparatisme. Ensuite, vous avez sur les associations. Les associations, elles pourront être dissoutes lorsqu'il y a une action d'un de leurs membres, c'est l'article du Code de sécurité intérieure, qui est vraiment est séditieux, convoque la lutte armée ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de se poser 1000 fois la question de comment on va dissoudre une génération identitaire. Ce sera possible, plus facilement. Et ça, moi j'assume. Bon, c'est voilà. Sur le sujet ensuite de la protection des personnes, encore une fois, il y a les mesures spectacle, certificat de virginité, polygamie, mais la protection des personnes sur on ne peut pas déshériter une petite fille par l'objet de conventions internationales en France, ça aussi. On garantit une pension de réversion à la femme qui est victime de polygamie, ça c'est aussi dans la loi. La haine en ligne, c'est ce qui a été dit sur le délit de Samuel Paty. Là, ça protège. D'abord, c'est dans le code pénal, plus dans le droit de la presse. Ensuite, ça protège tout le monde.
Et si vous avez une incitation à la haine contre un agent du service public, donc un policier, donc un agent qui est au bureau de la mairie, ou un professeur, c'est plus fermement condamné. Et puis après, vous avez les mesures qui disent, quand les gens ils essaient de prendre le contrôle d'une association cultuelle, eh bien on a des clauses qui s'appliquent et qui seront dans tous les statuts, qui s'opposeront à ces pushs-là. Vous avez un contrôle des financements étrangers. Aujourd'hui, les financements étrangers, si il y a par exemple, alors on parle beaucoup de l'islam, parce que c'est le cas, mais si on veut reconstruire des bâtiments comme l'église orthodoxe de Paris, bah, le financement russe, on saura d'où il vient, combien et comment c'est versé. Bah, ça, c'est simple pour notre société de savoir un peu comment ça fonctionne. Et puis par ailleurs, certaines mesures, interdiction d'administrer une association cultuelle lorsqu'on a été condamné pour apologie du terrorisme, ça me paraît plutôt évident. Interdiction de retourner dans un lieu de culte lorsqu'on a été condamné pour terrorisme pendant X années, parce que c'est jamais perpétuel, c'est aussi c'est logique. Et puis la fermeture des lieux de culte qu'on faisait aujourd'hui sur la réglementation d'urbanisme, on disait en fait la porte à ferme mal, ou en fait vous n'avez pas assez de place de parking, donc on ferme un lieu de culte qu'on soupçonne en fait d'incitation à la haine. Bon, c'était quand même un petit peu hypocrite. Donc c'est des dispositions de la loi où moi j'entends bien que c'est pas... D'abord, c'est pas la révolution, c'est sûr, mais il y a plein de zones d'ombre qu'on va combler. Ensuite, c'est pas des mesures qui sont pour l'égalité des chances, parce que ça fait l'objet de différentes annonces, soit sur l'accès aux grandes écoles, soit sur les crèches, soit sur les revenus et donc la précarité financière des personnes qui en ont besoin, revenu universel de l'activité, question de la réforme des bourses, et c'est pas non plus des questions qui ont trait, je sais pas moi, à la carte scolaire pour ce qui concerne l'éducation prioritaire. Parce que ça, on va le faire à côté, y compris même sur les questions de logement social. C'est plein de questions qui sont traitées aussi, mais on a choisi d'isoler pour ne pas faire un grand fourre-tout et que plus personne n'y comprenne rien. Vous avez parlé au milieu de votre propos de génération identitaire, vous êtes pour la dissolution? Je suis complètement pour sa dissolution, j'ai toujours dit, j'ai soutenu auprès du ministre de l'Intérieur et j'assume pleinement ça. Génération identitaire, c'est des gens qui se lient à des contrôles de frontières de façon totalement privée. Qui accepte que des milices se fassent de leurs actions? Voilà. Bah, pas moi. Donc la dissolution est tout à fait justifiée. Ça vous surprend juste que le préfet l'allemand autorise une manifestation de génération identitaire dimanche à Paris? Bah, dans la mesure où ils doivent être dissous, je le regrette, parce qu'ils ne devraient pas pouvoir le faire. Je vais vous parler de la loi sécurité globale. Vous faisiez partie des abstentionnistes lors du vote de la loi à l'Assemblée. On a un peu eu le sentiment qu'on légiférait sur des notions de droit qui existent déjà. Est-ce qu'il y avait aussi, avec ce texte, vous pensez, une volonté d'éteindre la grogne chez les policiers dans un contexte un peu particulier? Et c'est quoi qui vous dérangeait, vous, dans cette loi? D'abord, au départ, si on garde ce qui a motivé le texte, c'est 4 super idées qu'on aurait dû faire depuis longtemps. On dit, on met plus d'agents de police sur le terrain. Donc en fait, si on met plus d'agents de police sur le terrain, c'est pour que ça se voit, que ce soit efficace et que ça assure la sécurité des gens. Bon, donc on mutualise ce qu'on met sur le terrain entre police nationale, police municipale, gendarmerie. Ça, c'est plutôt malin. Première bonne idée. Deuxième bonne idée, on sait depuis un moment, parce qu'on a eu l'Euro 2016, on va avoir la Coupe du Monde de rugby 2023, on va avoir les JO 2024, on sait qu'on a recours à la sécurité privée. Ça existe. Voilà. Donc on renforce toutes les règles de déontologie, les règles de... Deuxième bonne idée. Voilà. Troisième bonne idée, la police municipale à Paris, tout le monde l'attendait, personne n'a jamais fait, c'est fait dans ce texte-là. Quatrième bonne idée, on filme toutes les interventions de police. On dit, en fait, les caméras piétons, il y a des problèmes, donc quand on filme, tout le monde s'apaise. Les policiers d'un côté, les gens qui sont contrôlés de l'autre. Parce qu'il y a une vidéo, donc à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui merde, on le sait. Voilà. Ça, c'est toutes les bonnes idées du texte au départ. Quand on part de là, on est plutôt dans la bonne ligne. Et puis après, il y a des ajouts. Et c'est les ajouts qui posent problème. Donc moi, j'en avais identifié quelques-uns. Le fait qu'on puisse accéder directement, lorsqu'on a un policier engagé sur le terrain, aux vidéos qu'on filme. Ça, moi, je pense que sur les questions de preuve, ça pose des problèmes. Le fait qu'on ait un article aussi étendu sur les drones, qu'on fasse des drones pour la surveillance d'autoroute, pour la surveillance des côtes, j'ai pas de problème. Pour la surveillance de manifestations, ça me gêne. Enfin, moi, je le dis, ça me gêne. Voilà. Je trouve que le champ d'application était trop large. On se posait des questions aussi sur le port d'armes hors service. Les policiers, ils ont le droit de le faire depuis 2015. Par contre, on peut dire, non, monsieur, là, c'est un établissement public, vous ne rentrez pas avec votre pistolet. Bon, ça, c'est logique. Lever cette interdiction, ça ne me paraît pas judicieux. Il y a eu, après d'autres questions sur les crédits de réduction de peine, et puis il y a eu le fameux article 24, et là,
pardon, mais quand on découvre qu'on a le délit Samuel Paty à l'article 18, l'article 24, il est inutile. Et puis dire, en fait, on va, dans le droit de la presse, protéger une catégorie socio-professionnelle, alors qu'on a un texte qui protège contre la haine en ligne pour toutes les personnes, et a fortiori qui protège mieux les fonctionnaires, faut pas insister, quoi. Mais justement, vous dites qu'il y a eu c'est une proposition de loi, vous dites qu'il y a eu des ajouts, mais les ajouts viennent... Ils viennent du ministère de l'Intérieur. Oui. Ouais. Il en a fait ça, c'est un peu une proposition de loi, il en a fait presque un projet de loi. Ouais, mais au départ ce truc-là, il vient du rapport du continuum de sécurité qui est fait par mes collègues Fauberg et Toureau, qui ont fait un super boulot, qui comprend les 4 mesures que je vous ai décrites au départ, et pour lesquelles on aurait tous voté facilement, parce que c'était logique. Parce que finalement, on se dit qu'on coordonne les services publics de la sécurité, qu'on réglemente les services privés et qu'on apaise la situation, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a une instrumentalisation du texte un peu. Légère. Je pense que le ministre de l'Intérieur a voulu son texte à lui, alors qu'il a oublié que c'était une proposition de loi. Mais ça, je vous le dis comme je lui ai dit moi. Hein, donc voilà. Moi, tant qu'il y aura les dispositions qui posent des difficultés là, j'apporterai pas mon soutien au texte. L'article 24, on sait que le Sénat va complètement le réécrire. Ouais, ou sinon on le fera nous aussi. Voilà, mais il y a une commission qui est en place, vous savez où Non, j'en sais rien. Vous savez pas du coup, moi je pense que de toute façon, toute cette histoire sur l'article 24, elle est maintenant obsolète, parce qu'il y a quelque chose qui est bien mieux fait, bien plus protecteur et bien mieux écrit, et dans le code pénal. Donc tout ça, c'est... Et donc si un article 24 revient dans la PPL à l'Assemblée nationale, la majorité... Je déposerai un amendement de suppression. Vous l'avez dit. Juste, au moment de la loi sécurité globale, on a beaucoup parlé de violences policières. Le président de la République a reconnu l'existence, il a fallu lui sortir, mais il a reconnu l'existence de violences policières. Il a eu raison de le faire, vous pensez ? Il l'avait déjà dit dans la campagne de 2017. Il avait dit... alors je ne sais plus parce que j'avais retrouvé la citation, mais face aux violences policières, il n'y a pas de justification parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État s'il n'y a pas d'autorité dans l'État. Bon, ça j'y souscris. En fait, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence de chaque côté. Il y a des violences de la part de policiers, il y a des violences, et on en voit suffisamment les vidéos sur les réseaux sociaux, aussi de la part de certains délinquants. Parce que quand on commet des violences, on est un délinquant. Bon, voilà. Est-ce que les uns justifient les autres ? Non. Et ça va dans les deux sens. Voilà. Donc tout le monde doit être puni. Maintenant, là où je suis plutôt content, c'est que tout ça a permis, au prix de quand même une grosse polémique, d'une grande division de la société, mais d'avoir une vraie réflexion sur ce sujet-là. Quand alors, le ministre de l'Intérieur, il appelle ça les 7 péchés capitaux de la police. Pourquoi pas ? À la limite, l'appellation, on m'en fout. Mais dire qu'il y a un problème d'encadrement, parce que quand on met les policiers les moins expérimentés dans les quartiers les plus difficiles, qu'il y a un problème de formation, parce qu'on a réduit la formation, là aussi, on a notre part, tous, les pouvoirs publics, ceux qui étaient avant nous, ceux que nous, parce qu'on a voulu mettre plus de policiers tout de suite sur le terrain, donc ils sont moins formés. Et surtout, ils n'ont pas de formation continue. Voilà. Ensuite, parce qu'ils avaient quand même des moyens pourris, il faut se le dire. Voilà. Ensuite, parce qu'on leur apprenait surtout à faire du contrôle d'identité. On dit, tu vas là-bas, tu fais du contrôle d'identité. Ok, bon. Ça pose un problème. Alors, j'irai pas jusqu'à dire comme Carédon qu'il faut faire... Vous m'avez vu venir. Non, mais voilà, je veux dire, à un moment donné, dans la société, il faut qu'on comprenne un truc aussi. C'est pas parce qu'on fait un excès qu'il faut le corriger par un autre excès. Voilà. La proposition de Carédon, c'est un excès, c'est une famille à faire pour vous ? On dit il y a trop de contrôle d'identité. Ok, c'est vrai, c'est grave et ça pose des problèmes. Maintenant, on dit, du coup, il faut plus en faire. Non, en fait. Enfin, s'il y a des contrôles d'identité, c'est bien qu'il y a... Parfois, il y a besoin de faire des trucs. Puis par ailleurs, pour relever... mais il y a quelque chose à faire sur ces contrôles. Oui. Vraiment, je ne sais pas, le récépissé. Moi, je crois pas au récépissé. On a eu des débats déjà plein de fois à gauche, moi, quand j'y étais, et j'étais déjà contre cette idée-là. Vous proposeriez quoi pour le contrôle d'identité ? Parce que je pense qu'il faut faire des caméras piétons systématiques, déjà. C'est-à-dire qu'à chaque intervention de police, il faut qu'il y ait des caméras piétons. Alors, je sais qu'il y a des problèmes techniques aujourd'hui, parce que quand les mecs ils allument les caméras, il y a pas assez de batterie, ils doivent taper leur code. Bon, ok, je vais bien l'entendre. Mais dire aux policiers qu'il n'y a pas que le contrôle d'identité, lorsqu'on a des policiers, et on avait porté ça notamment dans les campagnes municipales à Poitiers, de dire, en fait, quand on recrute un policier, on recrute aussi un médiateur, voilà, et qu'on organise des dialogues, et que les policiers ils doivent pouvoir choisir leur affectation au départ, parce que s'ils connaissent les gens, il y a moins de problèmes. On était allé un peu loin sur cette idée-là, c'était l'idée des grands frères, parce que finalement, ils connaissaient tellement qu'il y avait parfois des choses qui étaient un peu en dérive, mais il y avait plus de maîtrise. Nous, ce qui a été cherché à être fait, qui était plutôt intelligent au moment de
au début du quinquennat sur la police de sécurité du quotidien, si on dit on va faire des zones de reconquête républicaine où il y a plus de policiers, et le but c'est qu'ils connaissent bien le terrain et qu'ils remettent les pieds là où ils n'allaient plus. Ça c'est malin. Le truc c'est que ça doit s'accompagner aussi d'une vraie connaissance de terrain. Aujourd'hui, il y a quelques policiers avec qui je discute en off, soit chez moi à Poitiers, soit ici en région parisienne. Ils disent, moi j'ai trop de collègues qui, parce qu'ils vivent des situations qui sont invivables, ils deviennent très vite racistes. Alors pas parce qu'ils ont... Voilà, et parce qu'ils se disent, on voit toujours les mêmes, parce que c'est toujours les mêmes qui causent des difficultés. C'est terrible de dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai problème de connaissance des gens les uns les autres. Donc ça c'est de la formation, et puis après c'est de l'affectation, et puis un peu de travail en formation continue. Vous pensez qu'il faut une vraie réforme de la police ou pas? Oui. De toute façon, le Beauvau de la sécurité, ça doit conduire à ça. Enfin, on n'y comprend pas. Même y compris, moi je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les inspections. Toutes les inspections par les pairs, on sait qu'on connaît leurs limites, quoi. Donc c'est aussi vrai pour l'inspection générale de la police nationale. On a beaucoup parlé de la jambe droite, je reprends un peu vos termes, enfin les termes de la majorité. Ça, c'est souvent des journalistes qui disent les jambes, parce que moi je dis, enfin voilà. Encore une fois, moi j'ai l'impression de faire mon boulot, mais je sais pas d'où vient d'ailleurs cette expression jambe droite, jambe gauche, c'est vrai, mais j'avais l'impression que c'était un élément de langage qui venait plutôt de chez vous. L'idée des jambes, c'était quand même souvent les questions... jambes idéologiques, jambes militantes, c'était plutôt des questions d'organisation de gauche, et d'organisation étudiante de gauche, dans les dialectiques. Ça vient pas de chez vous. Non, mais voilà, parler de la jambe gauche du gouvernement, est-ce que c'est pas trop tard, justement? Le président veut un rééquilibrage de la politique du gouvernement. Est-ce que c'est pas trop tard, après la réforme du Code du travail, des retraites, les allocations chômage, les appels, je parle de l'image que ça a laissé. Est-ce que vous pensez encore que vous pouvez convaincre que le gouvernement, la majorité, peut mener une politique aussi de gauche? Moi d'abord, il y a des trucs qui ont été faits qui n'ont pas été suffisamment mis en valeur, quoi. Je veux dire, à un moment donné, sur les minima sociaux qui ont été augmentés, sur les questions d'écoles, et surtout d'écoles dans les quartiers populaires ou d'effectifs, sur les questions d'accompagnement, enfin le plan là, jeune qui a été conçu, un jeune une solution pour le Covid, avec les garanties jeunes, avec les services civiques, avec l'accompagnement, sur l'apprentissage. Rendez-vous compte, l'apprentissage, moi quand j'étais en troisième, les orientations c'était redoublement ou apprentissage. Voilà. Et aujourd'hui d'avoir 500 000 apprentis avec des mecs qui vont trouver du boulot, qui vont vraiment être fiers de ce qu'ils font. Voilà, il y a des trucs qui ont été faits qui sont super bien. Sur l'accès aux grandes écoles, sur le... Vous bâtissez quand même d'une image soit de gouvernement des riches, soit de trop à droite, je parle dans la politique économique. Il y a un déficit d'incarnation, parce qu'il n'y a pas de mot aussi fort pour parler à ceux qui sont nos électeurs de gauche que ceux qui le font aux électeurs de droite, mais ça c'est bon. Encore une fois, je ne dis pas que tout est bien fait. Il y a toute une partie du boulot qui a été fait, qu'on aurait pu aller plus loin. Moi, j'ai dit qu'il fallait absolument faire le revenu universel de l'activité, c'est-à-dire grosso modo la fusion de toutes les aides qui peuvent être touchées, et le rendre automatique, parce que ça lutterait contre le non-recours. J'ai dit qu'il fallait faire la réforme de l'éducation prioritaire, j'ai dit qu'il fallait faire la réforme des bourses, notamment pour les lycées et pour les rendre accessibles à beaucoup plus de gens. J'ai dit qu'il fallait faire la prolongation de la loi SRU le plus rapidement possible. Ça, c'est des choses qui restent à faire pour parler. Voilà. Mais si on le fait et qu'on n'en est pas fier, on va encore rater le coche, quoi. Et vous comprenez que le gouvernement refuse totalement l'idée d'un RSA jeune ou d'un minimum jeunesse, comme proposent les socialistes, comme l'ont proposé les socialistes? Ouais, ça je le comprends. Vous êtes contre, vous? Alors, oui, je suis contre, mais je vais vous dire pourquoi, parce que sinon ça n'a pas de sens. En fait, ça c'est comme la proposition du prêt étudiant. Lorsque vous avez une solution qui est purement égalitariste, qui verse à tout le monde la même chose, moi je pense qu'on se trompe. Moi j'étais étudiant et j'étais boursier échelon 6. Voilà. Moi j'avais besoin de plus que de 500 € de bourse. Ça ne me suffisait pas. Parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider, parce que j'avais bossé l'été pour pouvoir payer mes études. Voilà. Et je sais que les mecs qui étaient avec moi à la fac de droit, il y en avait, ils avaient besoin de rien. Parce qu'on pourvoyait totalement à ce qu'il... Et donc ça... c'est un argument que j'entends, mais il y a aussi quand même une grande précarité de la jeunesse, où on voit ces images de jeunes qui font la queue sur des kilomètres pour demander l'aide alimentaire. On a peut-être à peu près le même âge, on n'a pas vu ça, nous, dans les universités. Moi, j'ai pas vu ça. Non, mais alors, ça n'existait pas dans la même ampleur, ça c'est clair. D'abord parce qu'il y avait des organisations de jeunesse qui étaient fortes et qui accompagnaient
ces jeunes-là vers le FNO, qui s'appelait le Fonds national d'aide d'urgence, qui les accompagnait vers tout le recours au droit. Il y a beaucoup plus d'individualisme, il y a beaucoup moins de structures aujourd'hui dans les facs qui permettent ça. C'est beaucoup plus dur. Et par contre, moi, j'aime pas l'idée de principe que parce que, dans le revenu de base, dans la garantie jeune, voilà, il y a la première idée qui dit c'est pour tout le monde la même chose. Ça me pose un premier problème. Il y a une deuxième idée, ce qui dit on verse l'argent et on a réglé le problème, qui est une idée beaucoup plus libérale. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il y a des gens de droite qui sont pour le revenu de base. On dit, voilà, maintenant vous affinez 500 balles, c'est terminé. Ça, en fait, ça suffit pas. Parce que les étudiants, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils ont des problèmes de précarité alimentaire, précarité financière, et ils ont des problèmes aussi de soutien psychologique. Ils ont besoin de voir des gens, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'on explique aussi en disant, voilà, vous avez le droit à tel droit, c'est comme ça, sous tel critère. Enfin, dire, on sait suffisamment aujourd'hui sur les prestations sociales, sur l'aide, pour dire que c'est pas parce qu'on a donné l'argent qu'on a réussi le boulot, quoi. Et que pour que les gens s'en sortent, il faut les aider, et pas que les aider en disant voilà, je t'ai donné un truc et puis c'est fini. Il faut faire les deux. Il faut donner l'argent et ensuite dire maintenant comment on fait pour aller plus loin, quoi. Et c'est que moi, quand j'étais au Jeune Socialiste, j'étais vraiment beaucoup plus jeune, j'avais 19 ans, et Martin Hirsch qui avait proposé le RSA partiel. Toute l'organisation était contre, toute, en disant vous vous rendez compte, c'est des gens qu'on va. Le RSA partiel, l'idée c'était de dire on vous maintient ce que vous aviez en prestation sociale pour que vous ne perdiez pas d'argent en retournant travailler. Voilà. Donc si vous avez une activité partielle, vous gardez toutes vos prestations et puis vous gagnez un petit peu plus parce que vous travaillez. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va réussir. On va réussir à emmener tous les gens vers une réinsertion durable dans la société parce que ce système qui dit finalement quand on a une prestation, on a fini le boulot, c'est pas une société solidaire. Ça marche pas comme ça. Mais vous avez vous avez co-signé un courrier adressé au Premier ministre, dans lequel vous demandez un effort plus massif, plus global pour lutter contre les inégalités. Deux questions. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Est-ce que le déplacement du président et les annonces en faveur de l'égalité des chances, pour vous, est-ce qu'il y en a eu assez? Est-ce que c'est suffisant? On était en partie entendu, parce que dans ce que vous avez vu d'annoncer, soit sur l'accès aux grandes écoles, soit sur les places dans les concours de la haute fonction publique, soit sur des questions encore sur l'université, ça venait déjà un peu de nous. C'est pas fini. D'abord, il y a beaucoup d'argent qui a été mis. Moi, je le dis, c'est de l'argent sur acronyme. Donc, en fait, on dit on finance l'ANRU, on finance les QPV, on finance les... Ok, voilà. Et des enveloppes. Donc, maintenant, il faut savoir à quoi ça sert. Donc, il y a encore du boulot à faire sur la façon dont on va décliner localement en disant ok, c'est quelle barre d'immeuble qui est cassée, qui est rénovée, c'est quel investissement dans le quartier, c'est quel nombre de policiers suffisant, parce qu'il y a des gens, il y a quand même des travailleurs dans ces quartiers-là qui veulent vivre paisiblement comme tout le monde. Voilà. Donc, il y a une idée qui est de dire ça a été fait en partie, il y a d'autres annonces qui vont venir, et sur ces questions, on préempte. Sur l'éducation prioritaire, on attend encore des annonces. Sur la prolongation de la loi sur les logements sociaux, la loi SRU, on attend encore des annonces. On sait qu'elles vont venir, mais notre but, c'est aussi de faire pression pour qu'on ait les positions maximalistes qui soient validées par le gouvernement. Et sur l'ENA, le président, pendant la crise des Gilets jaunes, avait annoncé une suppression de l'ENA. Ouais. Aujourd'hui, on peut se le dire, l'ENA ne sera pas supprimé, il y a une réforme dans l'accès, mais ce n'est pas une vraie suppression. Vous pensez qu'il fallait aller plus loin? Alors, je le pensais au départ, et je vais vous dire, moi je siège au conseil d'administration de l'ENA au titre de la commission des lois pour l'Assemblée. Donc j'en ai parlé, et j'en ai parlé assez vertement, parce que j'ai dit tout le bien que je pensais de l'institution au conseil d'administration, en présence des membres, au moment de la crise des Gilets jaunes, en disant, je leur ai dit, tant que vous ne comprendrez pas ce qui se passe dans nos permanences parlementaires, il y aura un problème entre vous et nous. Voilà. On a beaucoup parlé après avec le directeur de l'ENA, avec le vice-président du Conseil d'État, et on a discuté de pas mal de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit l'école en tant que telle, d'ailleurs les formations ont été réduites, mais il y avait des trucs à faire sur le fait que ces fonctionnaires-là, ils aillent sur le terrain d'abord, ça a été fait. Il y avait un sujet aussi sur le fait qu'ils puissent aussi être challengés par le politique. Donc c'était l'idée du spoil system qu'on aurait dû faire, et ça pour le coup c'est à nous de le faire en politique, en disant on remplace le directeur d'administration quand on change de politique, et on donne plus d'accès. Et eux ils en sont conscients, ils ont bien vu qu'il y avait un problème à l'école aussi sur l'accès, qui recrutait tous les mêmes profils. D'ailleurs, Nathalie Loiseau, elle l'avait dit quand elle était directrice. Elle n'y a pas forcément remédié, ça n'avait pas changé sous son direction, mais il y avait bien un problème de profil. Donc ça, cette idée de dire on change les profils, voilà.
On ne va pas résoudre totalement la question parce qu'on sait que les profils universitaires qui arrivent déjà là, il y a eu un sacré écrémage. Donc il faut encore aller chercher plus loin. Moi, dans ma classe de collège, à l'Encloître, on est 8 sur 27 à avoir eu le brevet des collèges. Donc quand on dit que l'égalité des chances, ça remonte à loin, ouais, ça remonte à loin. Ouais. Parce que c'est déjà, même avant le collège, quasiment, c'est joué. Quoi. Vous avez 32 ans aujourd'hui. Ouais. Enfin, aujourd'hui. Cette année. Vous faites encore partie donc, de ces jeunes visages de l'ère Macron. Pour vous, la suite, ce sera quoi? Vous voulez, vous voulez vous présenter pour un deuxième mandat de député? Est-ce que vous allez soutenir le président pendant sa campagne, participer à la campagne? Vraisemblablement. J'ai du mal à faire des projets, même aussi de court terme, parce qu'en fait, quand j'étais en tout cas au collège, je me suis toujours dit que je voulais être avocat et que ce serait quand même très difficile. Quand j'ai commencé à toucher du doigt cette bref, parce que ce que je voulais faire, je me suis dit, un jour, quand je serai très âgé, je ferai de la politique, et puis peut-être qu'un jour, j'aurai la confiance des citoyens pour être député. Ça arrivait beaucoup plus vite que... Voilà. Je pense que ce que j'aurais le plus envie de faire un jour, après si je dois dire un troisième rêve après ça, c'est président d'un club de football. Voilà. Donc c'est assez éloigné finalement de la politique. Donc on verra. Vous aimeriez être président du club de l'Olympique de Marseille? Pas que je dise ça maintenant, parce que je sais que le président, par ailleurs, est dans une situation compliquée, mais un jour, ouais, c'est forcément... Enfin, quand je pense à un club de foot, c'est bien mon club de cœur. Voilà. Et j'insiste un peu, vous avez des ambitions politiques au-delà du fait d'être député? Vous aimeriez être ministre? Être ministre pour être ministre, ça ne veut rien dire. Parce que si vous êtes ministre et que vous ne changez pas le quotidien des gens, vous ne servez à rien. Mais comme si vous êtes député. Enfin, je veux dire, quand on est député et qu'on se lève en disant « Waouh, je suis député », ok, c'est cool, mec, mais voilà. Quand tu es député et que tu vas dans des classes, tu expliques aux jeunes les institutions, que tu vas dans une ferme ou dans une boîte et que tu leur amènes une subvention du plan de relance pour qu'ils puissent continuer à bosser et recruter des mecs, que tu as des gens qui ont des galères avec le logement social, parce qu'en fait, il n'y a pas de chauffage et qu'il fait 16 degrés en hiver dans toute la barre, et que tu vas faire la pétition dans le hall ou avec les mecs, et tu leur dis, en fait, les mecs, ils n'ont pas de chauffage, donc c'est pas normal, donc vous vous débrouillez, mais il y a le prestataire qui doit aller rallumer le truc, qui doit le réparer. Là, on est utile. Là, on a une incidence sur la vie des gens. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ça bouge? Moi, je me débrouille pour que, quand je suis député, je me lève le matin et je me dis, j'ai changé la vie des gens. Donc il y a des gens qui ont vu leur titre de séjour refusé qu'on a débloqué, il y a des gens qui sont des galères de logement social qu'on a aidés, il y a des gens qui sont des entreprises qui avaient besoin d'être accompagnées. Dans le département de la Vienne, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que le directeur général du MEDEF, c'est devenu le meilleur collaborateur de l'inspectrice du travail local. On a bossé pour ça. Et donc ça se traduit comment? Là où dans toute la France, ils ont plus 8% d'apprentis, nous on en a plus 20%. Et sur tous les dispositifs du gouvernement. Posture politique. Non, parce qu'en fait, on va chercher à dire, voilà, on a des boîtes qui recrutent, on a des jeunes qui cherchent du boulot, on se débrouille, on règle le problème. Voilà. Et ça, si les gens qui font de la politique, ils oublient ça, ils n'ont rien compris. Et moi, je suis persuadé qu'en 2017, ce qui nous a fait gagner, c'est qu'on avait de l'idéologie. Moi, j'ai pas peur de dire qu'on a une idéologie, mais on n'a pas eu peur de dire, il y a un problème, on va trouver une solution. Et ça fait partie quand même de la confiance qu'on avait gagnée à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui reste de 2017 et sur quoi le président doit s'appuyer en fait pour vous pour gagner 2022? Est-ce que c'est sur son bilan? Est-ce que c'est sur aussi on gagne pas sur un bilan. On gagne pas sur un bilan. Mais est-ce que aussi c'est sur ce réseau de marcheurs qui a fait un peu toute cette campagne? On dit aujourd'hui que des 400 000, il en reste 50 000. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez les chiffres, si vous avez une idée des chiffres du nombre d'actifs. Nous, on a réussi à en garder pas mal à Poitiers parce qu'on a fait une belle campagne municipale. On a paumé, mais on a fait une belle campagne municipale. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il faut garder, on avait quand même une idée, c'était de dire qu'on peut avoir une meilleure vie et que par ailleurs, on peut avoir une perspective par la façon dont on s'intègre dans la société par le travail, la reconnaissance par le travail. Et ça, pour moi, c'était un truc super important. C'était un truc qui m'avait un peu mâché à l'époque où Sarkozy il avait repris ça à la gauche, parce que finalement, il y a encore une fois, il y a une reconnaissance sociale, il y a un bien-être. Pas qu'il y a des périodes où on puisse prendre du recul. On a le droit de se dire, à un moment donné, je me sens mal, je démissionne, je me forme, j'arrête. Ou par ailleurs, j'ai un échec parce que ça n'a pas marché, donc je me suis fait licencier. Ou même, je me suis fait jeter par la boîte. Tout a été construit en France pour ça, pour qu'on ait des périodes de respiration par rapport au travail.
Mais il n'empêche que l'élément central, c'est le travail. Et c'est ce qui nous a fait gagner en 2017. Parce qu'on a dit, on en a assumé, on dit, nous, on veut permettre à tout le monde de pouvoir bosser. Voilà. Deuxième idée, on avait dit à tout le monde aussi, encore une fois, c'est cette vieille idée de dire, on veut vous permettre d'avoir les mêmes chances au départ. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la crise, qui est encore en plus un révélateur. On voit qu'il y a un accroissement de toutes les inégalités. Moi, je pense que pour le coup, notre discours, il n'est pas périmé par rapport à ça. De dire que notre but, c'est de gommer les différences. Comment convaincre alors que justement, il y a un accroissement des inégalités et que vous êtes au pouvoir? Mais parce que, là, pour le coup, parce que c'est l'effet de la crise et que ça les amplifie, ça les surligne. Mais typiquement, voilà, si on prend des exemples assez concrets, il y a plein de choses qu'on a essayé de corriger. La crise, elle a révélé la grande fragilité de l'hôpital public et le fait que toutes les personnes qui y bossent sont mal rémunérées. Voilà. Du coup, Ségur de la santé, augmentation. D'ailleurs, il y avait des gens qui étaient exclus de ces augmentations, les personnels qui étaient paramédicaux ou médico-sociaux, médico-sociaux pour être précis. Voilà. Il y a eu un complément. Moi, j'ai pas mal bossé avec des gens qui étaient dans un hôpital local, un hôpital psychiatrique, qui en étaient exclus. Et ils l'ont, le complément. C'est même pas encore fini. Il y a encore quelques-uns à récupérer dans l'augmentation. Mais ça, c'est des réponses concrètes. Ça veut dire qu'on bouge les choses. Et les gens, ils le voient. Ils voient bien qu'on a bien compris qu'il y avait des manquements depuis de nombreuses années. On a bien compris qu'il y avait des solutions à trouver. Et on construit des choses comme ça. On sait qu'il y aura quelque chose à faire sur le salaire des professeurs. On l'a souligné dans la réforme de retraite dont on parlait tout à l'heure, qu'ils sont mal payés toute leur carrière parce qu'ils ont ensuite une retraite qui est garantie ensuite. Ça, c'est un truc qu'il faudra faire rapidement, soit maintenant, à l'issue du Grenelle de Jean-Michel Blanquer, soit le plus rapidement possible et dans la campagne. On a bien compris que vous étiez un amateur de foot de l'Olympique de Marseille, que vous seriez peut-être président du club un jour. Ouais. Mais pour revenir au moment présent, là, Roselyne Bachelot est d'accord pour faire des concerts tests avec 5000 personnes à Paris et à Marseille. Pour le football, Lyon propose d'organiser un match aussi test. Est-ce que vous seriez justement pour cette mesure, pour tenter d'organiser un match à Marseille, pourquoi pas, avec des supporters en tribune? Est-ce que vous pourriez porter cette demande auprès du gouvernement? Oui, vous savez que parmi les moments où c'est un peu frotté avec le gouvernement, c'était en septembre parce que j'avais déposé des amendements pour créer des jauges proportionnelles, en disant on ne met pas 1000, on ne met pas 5000, mais on met X% du stade. Ça pouvait être 0% si la situation était vraiment très dégradée, ça pouvait être 10, 20, 30, 50%. Donc moi, qu'on réouvre les stades, oui, tout le monde va me dire, en tout cas il y en a qui vont dire ouais, d'abord les théâtres et les musées. Non, pas de hiérarchie en fait. En fait, ce que j'ai essayé de faire valoir dans mon rapport avec Marie-Georges Buffet, c'est que le foot, le stade, le sport, c'est de la culture populaire. Donc c'est pas à mettre sur une échelle avec les musées, les théâtres ou les cinémas. C'est pareil. Donc si on le fait pour les cinémas et les musées et les théâtres, il faut aussi le faire sur le sport. Il n'y a pas de hiérarchie à avoir entre les deux. Dernière question, notre interview s'appelle l'ISF, l'interview sans filtre. C'était une erreur de supprimer l'ISF? C'était pas une erreur de supprimer l'ISF, c'était une erreur de ne pas prévoir un mécanisme correctif des inégalités. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'héritage. Moi, je pense que l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, il est bien comme il est, il pourrait être amélioré, etc. Mais le vrai sujet, c'est la question de la transmission du patrimoine. Parce que ce que vous avez fait par vous-même, vous avez peut-être déjà eu des avantages pour le faire. Même en dehors de l'argent que vous avez hérité, c'est-à-dire le capital sociologique, les réseaux, le patrimoine culturel, ça vous l'avez eu au départ. Et donc la correction, à mon avis, elle est clairement à faire au niveau de l'héritage, pas d'avantage sur l'impôt sur le revenu. C'était pas une erreur symbolique? En tout cas, c'est que la politique, c'est aussi des symboles. Et ce qui était plus une erreur symbolique, c'était de faire l'augmentation des prestations plusieurs fois et la suppression de l'ISF en une fois. Ça, c'était plus symbolique comme erreur. Parce que moi, j'ai pas de regrets sur la disparition de cet impôt, j'ai des regrets par rapport à ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été fait trop lentement à côté.